Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Alors, nouvelle vidéo bonus en marchant. Aujourd'hui, je vais vous parler des grandes catégories sociales. Alors, qu'est-ce que j'entends par catégorie sociale? Parce que c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Eh bien, je vous invite simplement à visionner la vidéo que je vais vous proposer dans un instant, à titre d'exercice. Faites-moi confiance, voilà. Je voudrais que, en même temps que vous visionniez la vidéo qui va suivre, je ne vous dis rien à propos de son contenu, je voudrais que vous soyez simplement attentif à ce que vous ressentez. Pas à ce que vous pensez, mais à ce que vous ressentez. C'est parti. Pour la fonction publique hospitalière que l'on connaît, les établissements purement hospitaliers, si vous me permettez cette simplification, nous avons deux catégories, et même trois finalement. Nous avons les infirmiers qui sont infirmiers depuis avant 2010, qui en 2010 se sont vu proposer un droit d'option. Soit rester catégorie B et garder le bénéfice d'une catégorie active avec un départ anticipé de 5 ans, soit devenir catégorie A et perdre le départ anticipé parce que perdre le caractère actif de la catégorie. Et les nouveaux infirmiers recrutés après 2010 sont tous en catégorie A, donc sans catégorie active, sans départ anticipé. Les aides-soignants dans l'hôpital public de la FPH ont un départ anticipé de 5 ans. Lorsqu'on regarde du côté du secteur privé, il y a des aides-soignants et des infirmiers qui sont éligibles qui ne sont pas éligibles aux catégories actives, ça n'existe pas, qui sont éligibles au compte professionnel de prévention, le C2P. Et ce que nous faisons en matière d'intégration, notamment d'abaissement des seuils, de 120 à 100 nuits pour le travail de nuit à l'année, va permettre de rendre beaucoup plus facilement éligibles ces infirmiers et ces aides-soignants du secteur privé à des points de C2P. De la même manière que les métiers pénibles que j'ai évoqués, qui permettront des accords de prévention, des départs anticipés, un suivi médical, vont aussi les concerner pour les postures pénibles et le port de charge, parce que malheureusement, tous les hôpitaux et tous les EHPAD ne sont pas équipés par des rails porte-malades. Et si je finis le tour d'horizon par la fonction publique territoriale, on retrouve des infirmiers et des infirmières qui sont catégorie A, mais qui de toute façon n'ont jamais eu de catégorie active parce que fonction publique territoriale, et des aides-soignants qui n'ont pas le C2P parce qu'ils sont dans le secteur public, et qui ne sont pas catégorie active parce qu'ils sont à la fonction publique territoriale. Alors, vous, je ne sais pas, mais moi, quand je regarde une telle vidéo, en général, ma vitalité disparaît. Je trouve les propos de ce monsieur chiant comme la mort, le sujet même m'ennuie au dernier degré, et si je suis attentif à mon corps et à mes émotions, je sens que ma vitalité diminue. Il y a quelque chose en moi qui se recroqueville. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être une autre réaction que celle-ci, notamment s'ils se sont identifiés à ces gens. Peut-être que vous travaillez dans le milieu hospitalier ou que simplement vous êtes fonctionnaire dans une autre branche, mais que ce qu'ils racontent est suffisamment proche de votre vécu pour vous identifier à ces histoires d'échelons, peut-être dans l'éducation nationale, etc., ou dans l'armée, vous avez le même genre de catégorie. Alors pourquoi est-ce que je vous ai proposé ce petit exercice? C'est très très simple. C'est pour justement, donc, à moins que vous vous soyez identifié et que peut-être ça peut déclencher en vous des réactions d'indignation, de colère, de choses comme ça promptes à augmenter votre vitalité, parce que ça vous concerne. Mais dans l'immense majorité des cas, ce genre de discours un peu lénifiant endort donc et diminue la vitalité des individus. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'une forme d'infra-humanisation. Cela peut paraître banal dans notre monde moderne où ce type de jargon existe au quotidien, mais si on s'y penche simplement 2 minutes, on va se rendre compte que là on ne parle plus d'individus, mais d'individus qu'on a mis dans des cases, dans des statuts totalement artificiels. Et pour ce faire, il a été nécessaire, dans une certaine mesure, de les infra-humaniser. Et le pire là-dedans, en termes d'hypnomachie, ça n'est pas que des gens aient essayé de vous infra-humaniser, c'est que vous les ayez laissés faire. C'est ça le pire. Parce que n'importe quel être humain qui a encore 2 doigts de fierté, qui se tient encore à peu près debout, en principe, n'acceptera pas ce genre d'infra-humanisation parce qu'il aura le bon sens de sentir que ça n'est pas bon pour lui. Alors évidemment, après il y a toujours cette histoire de carottes et de bâtons. Vous avez plein de gens qui vont dire infra-humanise-moi, moi si ça me permet de gagner 4000 € par mois en bossant 10 heures par semaine, je prends. C'est sûr. Mais il s'agit là d'une forme de prostitution. C'est pour ça que dans toutes les grandes traditions spirituelles, j'en ai déjà parlé notamment en islam, il y a interdiction de se prosterner devant autre chose que Dieu. Après, chacun est libre justement de se prostituer ou de se laisser infra-humaniser, parce que à un moment donné, lorsqu'on se laisse infra-humaniser et qu'on signe soi-même pour participer à un système basé sur notre infra-humanisation, eh ben on est simplement en train de se vautrer dans la logique sacrificielle. On est en train de sacrifier tout un pan du réel qui est notre fierté, qui est le fait de se tenir comme un homme debout qui attend, sans arrogance ni orgueil d'ailleurs, à être traité simplement pour ce qu'il est, c'est-à-dire un être humain. Debout, j'aurais toujours vécu debout.
malgré les insultes et les coups, sans tout comprendre, je l'avoue. Et c'est d'ailleurs cette propension à s'auto-infrahumaniser qu'on va examiner dans les entretiens d'embauche, par exemple. Énormément d'entretiens d'embauche posent des questions stupides, demandent aux aspirants travailleurs de se soumettre à tout un tas de rituels qui n'ont d'autre fonction que de vérifier leur degré de compliance et d'auto-infrahumanisation. En gros, leur haine inconsciente d'eux-mêmes. Et surtout, je n'arrête pas de me demander jour et nuit. Pourquoi est-ce que je me déteste à ce point ? C'est quasiment l'équivalent d'un pré-test en hypnose de spectacle. Vous savez, en hypnose de spectacle, on est là, on prend la salle, on leur fait faire les doigts qui se touchent, machin, pour voir quels sont ceux qui vont partir rapidement en transe et quels sont ceux qui vont nous faire chier sur scène. Et ben là, c'est exactement la même chose. On est en train de vérifier ceux qui vont gentiment, passivement accepter les codes hypnotiques de la société ou du système dans lequel on va les incorporer, et ceux qui s'aimeront suffisamment pour dire, mais attends là, le groupe social là est pas plus important que moi. Moi je veux bien, mais à condition qu'on fasse du gagnant-gagnant, ce qui devrait être normalement la position d'à peu près tout être humain convenablement éduqué et verticalisé. Ces catégories et cette forme d'infrahumanisation provient en général, historiquement, d'une envie de se simplifier le réel et d'économiser du glucose. Pour changer. Et c'est là où cette économie de glucose dans l'histoire a eu un intérêt, puisqu'elle a permis l'émergence d'immenses projets collectifs dans lesquels on ne perdait pas, entre guillemets, de temps avec les petits particularismes de chacun, etc. Et voilà, on savait qu'on avait 400 bidasses, 10 sergents et un capitaine. On n'a pas besoin de savoir comment s'appelle chaque sergent pour avancer, et c'est très très bien comme ça. Mais notez bien qu'on est là typiquement dans une forme d'infrahumanisation que nous développions déjà il y a des années dans la vidéo qui traitait des militaires et du lien entre l'infrahumanisation et l'armée. Mais ce sont en fait les mêmes procédés d'infrahumanisation que vous retrouvez de façon certes un peu plus subtile, un peu moins grossière, dans le monde de l'entreprise, dans l'hôpital, etc., etc., etc. Et en termes d'hypnomachie, la question devient alors, est-ce que je suis OK pour servir littéralement de carburant à un projet collectif qui me dépasse ? Pourquoi pas? Si jamais c'est une vocation, dans ces cas-là, je n'ai rien à dire, et je ne suis pas en train de dire que ces procédés infra-humanisants sont une mauvaise chose en soi. Mon propos, il est de mettre de la conscience et un petit peu de lumière sur le fait que accepter soi-même de rentrer dans des systèmes qui fonctionnent de la sorte, c'est être OK pour s'infra-humaniser, et c'est une forme de manque d'amour de soi, ou au contraire, d'amour de soi extrême. Vous êtes à un des deux côtés de la gaussienne, mais vous n'êtes pas au milieu. En fait, il est intéressant et savoureux de se rendre compte qu'il est tout à fait possible d'utiliser ce genre de catégorie. Je vais prendre un exemple que je connais bien, celui des ceintures de couleur en judo, en karaté, etc. Vous pouvez dire, ok, il y a des ceintures oranges, des ceintures vertes, des ceintures bleues, etc., des ceintures noires. En tant que prof, ça vous permet d'adapter votre cours. C'est pas pareil si vous arrivez et qu'il y a 15 ceintures noires sur le tapis, vous allez faire un cours d'un niveau un peu plus avancé que s'il y a que des ceintures blanches et 2 ceintures jaunes. Bon, ok. Mais quand je fais ça, je suis en train d'infrahumaniser les gens. Parce que si ça se trouve, le gars il est ceinture jaune, mais il est ceinture noire dans 3 autres disciplines, et il pourrait très bien suivre en fait un cours de niveau ceinture noire. Donc c'est là où on voit que la carte n'est pas le territoire dès qu'on utilise ce genre de choses, ce que l'extrait d'ailleurs vidéo que je vous ai montré avant illustre très très bien. Une manière de contourner cette infrahumanisation dans l'usage de ces statuts, c'est simplement de prendre le temps d'humaniser. C'est-à-dire que je peux voir derrière la ceinture orange, il y a Mathieu, derrière la ceinture bleue, je vois Janine, etc. Et donc ça me permet d'avoir bien conscience de l'être humain qu'il y a derrière. Mais il est particulièrement savoureux de réaliser qu'à partir du moment où je fais ça, et où je prends le temps de voir l'être humain qu'il y a derrière, en fait, le système de gradation par couleur ou par rang ou par statut devient totalement inutile. Et c'est pour cela, justement, qu'il est, par essence, profondément sacrificiel. J'ai suivi le mouvement, cette bonne blague. Moi, quand je vois des gens qui marchent, je suis. Je suis libre, c'est mon droit. Et puis t'es con aussi. T'es sacrément con. J'ai même jamais vu un con pareil. C'est presque aussi con que ma belle-mère. Alors quand on est con comme ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de fermer sa gueule. Ouais. C'est ce que j'explique depuis 10 ans à ma belle-mère, mais rien à foutre, faut qu'elle moufte. Et en général, pendant le match. Je discutais l'autre jour avec un ami professeur qui m'expliquait, professeur de mathématiques, agrégé de mathématiques, qui m'expliquait donc les différents types de classes avec les grilles de salaire qui vont bien dans l'éducation nationale. Comme je vous l'ai dit, on retrouve exactement les mêmes systèmes dans de nombreuses autres institutions. C'est directement lié à la notion d'institution, hein, lorsqu'on atteint
et que l'on comprend la logique non sacrificielle, en général la notion d'institution disparaît parce qu'on comprend qu'elle est ontologiquement liée à la logique sacrificielle et qu'on privilégie dans ce moment-là, à partir du moment où on n'a plus envie de sacrifier qui que ce soit, on va privilégier des organisations un peu plus liquides. Voilà, petite vidéo donc pour vous inviter à créer des médiations entre adhésion à ce genre de statut, de grade, je sais même pas comment appeler ça, des titres, des grades, des échelons. Voilà, ce serait le meilleur mot, je pense. Et logique sacrificielle. Et de comment en général, très très souvent, à moins qu'on ne le fasse depuis un espace profond de liberté intérieure, et que dans ce cas-là, on joue littéralement à être dans ces échelons, oui, très bien. Mais dans quelle mesure est-ce que les uns et les autres jouent lorsque leur paye à la fin du mois, leurs vacances, leur capacité de disposer de leur temps libre dépend de ces échelons? Vous avez des gens qui ont assez de liberté intérieure pour le faire, ils ne sont pas nombreux, et d'autres qui sont pris dans les affres d'une forme de manque d'amour de soi qu'ils remettent ainsi en scène avec l'aide de l'institution. C'était sur ce point que je voulais aujourd'hui attirer votre attention. Voilà, et écoutez, je vous dis à très très bientôt. Salut Internet! Il faut toujours prendre garde au personnage pour lequel on se fait passer. Parce qu'à un moment, on finit par devenir ce personnage.